Les éditions Siegfried, avec l'aimable autorisation des éditions Quérault, présentent Les Fils d'Odin de Harald Gilbers, interprété par Olivier Martineau. Chapitre 1. Camp de concentration Auschwitz II, près de Birkenau, jeudi 18 janvier 1945. Depuis sa rencontre avec Hitler, il savait que la guerre ne pouvait plus être gagnée. Mais ce n'était pas le moment de réfléchir à ce revirement de fortune inattendu. Sa valise coincée sous le bras, Hauser marchait d'un pas précipité le long des barbelés. L'air glacial lui brûlait les poumons. Effarouché, un corbeau s'envola dans le ciel matinal, en poussant un croassement avant de se reposer sur le sol quelques mètres plus loin. L'oiseau avait déjà probablement goûté à la chair des morts. Il attendait maintenant patiemment son heure, sûr de trouver ici sa pitance. Un vent de panique soufflait sur le camp. On voyait des soldats affolés courir en tous sens. Des ordres fusaient de ci de là, et des véhicules passaient en trombe. Seuls les chefs de colonne paraissaient agir avec méthode, en rassemblant les prisonnières pour les répartir ensuite en petits groupes prêts à être évacués. Dans le baraquement des SS, Hauser avait glissé ses derniers biens dans les poches de son manteau, car sa valise était pleine. Puis il était revenu sur ses pas en direction du sud, repassant devant le poste de garde principal. Pour éviter d'emprunter les chemins boueux, il suivait dans la neige ses propres traces. Hauser mit le cap vers le mirador le plus proche, parce qu'il avait encore une dernière chose à régler. Il s'apprêtait à déserter. Inutile de se faire des illusions. Les jours du camp de concentration étaient comptés. La semaine précédente, quand l'offensive hivernale de l'armée soviétique avait commencé, il avait élaboré un plan. Il ne devait pas se laisser gagner par l'agitation ambiante, mais s'en tenir à son idée. C'était son unique chance de se tirer d'affaire sans dommage. Les stratèges de Hitler avaient prévu l'attaque de l'armée rouge. Depuis la fin novembre, on mettait tout en œuvre pour effacer les traces des massacres perpétrés à Auschwitz. Le Reichsführer SS Himmler en personne avait donné l'ordre de détruire les fours crématoires. Les moteurs qui permettaient de vider l'air des chambres à gaz étaient partis dans le camp de Mauthausen, et les canalisations devaient être transportées à Gross-Rosen. Pour préparer le dynamitage des chambres à gaz et des crématoires, des équipes de détenus devaient percer d'innombrables trous dans les murs. Les charniers avaient déjà été remblayés et plantés de végétaux. Lorsque l'offensive russe avait débuté, de nombreux camarades de Hauser avaient été soulagés. Après plusieurs semaines d'attente insupportable, la tension s'était relâchée. Pourtant, l'avancée rapide des troupes de Staline avait pris tout le monde de court. La veille, dans le courant de l'après-midi, une nouvelle accablante était tombée. L'ennemi approchait dangereusement d'Auschwitz. Depuis, la panique régnait. Dans la nuit, des véhicules du camp Souche étaient arrivés sur les chapeaux de roue. Des gradés du service de santé de la SS avaient reçu l'ordre de brûler au plus vite les dossiers du dispensaire des détenus. Hauser gravit pour la dernière fois l'escalier du Mirador. La sentinelle qui avait pris son tour de garde était un jeune homme au menton fuyant, âgé d'une vingtaine d'années. Il n'avait eu aucune peine à manipuler le garçon, qui l'avait aidé à préparer sa fuite dans le plus grand secret. Hauser atteignit la plateforme du poste d'observation. Le factionnaire se retourna et fit le salut militaire. Les talons de ses bottes claquèrent. « Herr Hauptsturmführer !»« Repos !» ordonna Hauser avec un sourire, avant de lui proposer une cigarette. « Je voulais encore vous remercier pour l'histoire du wagon de marchandises. » « Ça a marché ? Et les papiers ? » ?»« Aucun problème, tout est parti hier, juste à temps. »
Hauser jeta un coup d'œil vers les baraques en contrebas. Il s'agissait du bloc B1A, que l'on avait déjà fait évacuer en novembre. Les femmes et les enfants qui y étaient détenus avaient été transférés dans l'ancien camp de Tziganes B2E, qui servait maintenant de camp de transit. Avec la neige immaculée qui recouvrait les toits, les murs en briques marron paraissaient encore plus sales qu'ils ne l'étaient en réalité. Soudain, Hauser sentit la fatigue l'envahir. Il était resté debout toute la nuit, mais il ne pouvait pas se permettre de prendre quelques instants de repos. S'il ne voulait pas attirer les soupçons, il devait exécuter les derniers ordres qu'on lui avait donnés. Hauser réfléchit. Non, il n'avait rien oublié. Il faisait encore sombre, quand quelques heures plus tôt, il avait parcouru en voiture les 5 kilomètres jusqu'à l'Institut d'hygiène de Rajko, pour entasser dans sa valise ses travaux de recherche qu'il avait rassemblés en hâte. Puis, il avait sorti de leur cachette 2 flacons qu'il avait enveloppés avec soin dans du papier. Il les avait ensuite calés dans son bagage entre les documents pour protéger leur précieux contenu. Alors, c'est vrai que les Russes sont déjà là? La question du jeune garde SS arracha Hauser à ses pensées. Le garçon contemplait la plaine vers l'est. « Ils ont attaqué Cracovie hier », révéla Hauser, en arrivant par le nord-est. Nos positions ont été assaillies par surprise. Personne ne s'attendait à une offensive de ce côté. Ce n'est pas une retraite qu'organise la Wehrmacht, c'est une débandade. Le gouverneur général Frank s'est déjà fait la malle. Le front ne se trouvait plus qu'à 50 kilomètres. Une distance effroyablement courte dans un paysage aussi plat. Hauser plissa les yeux. Mais il ne vit aucun mouvement de troupes au-delà de la ville d'Auschwitz. En revanche, il crut entendre quelque chose. On aurait dit un roulement de tonnerre, un grondement lointain de moteurs et de chenilles de chars, qui, inéluctablement, semblait se rapprocher du camp. Hauser constata avec soulagement que la route de Katowice, par laquelle il comptait s'enfuir, n'était pas encore coupée. Lorsqu'il prit congé, le jeune garde lui demanda « On se verra donc à Gross-Rosen ?» Le camp de Gross-Rosen était leur point de ralliement. Cependant, Hauser ne s'y rendrait pas. Il avait autre chose en tête. « Bien sûr », répondit-il avec un sourire hypocrite, avant de reprendre sa valise. « À plus tard. » Pour qu'on ne vole pas sa voiture dans l'agitation, Hauser l'avait garée près de l'entrepôt où étaient conservées les pommes de terre, situé un peu à l'écart. En arrivant près du bâtiment, il se figea. Fronçant les sourcils, il observa son véhicule avec attention. Là, de nouveau, un mouvement. Un homme en uniforme vert de gris était installé au volant. Hauser dégana son Walter P38 et ôta le cran de sûreté, avant de se remettre en marche. Avec précaution, il s'approcha de l'arrière de la voiture et se baissa pour ne pas être vu dans le rétroviseur intérieur. Après avoir posé en douceur sa valise sur le sol, il contourna le véhicule en étreignant la crosse de son pistolet. Le voleur ne l'avait pas repéré. Penché en avant, il tentait de court-circuiter le contact du démarreur. Il avait sans doute la même idée que Hauser, mettre les voiles. Hauser ouvrit brusquement la portière et braqua son arme sur l'inconnu. « Je vous ordonne de sortir. » L'homme sursauta. Quand il aperçut le pistolet, il leva les mains. D'après ses galons, il s'agissait d'un Untersturmführer de la SS. Hauser n'avait encore jamais vu ce type. Mais, dans un complexe de la taille d'Auschwitz, cela n'avait rien d'étonnant de rencontrer des visages inconnus. D'innombrables personnes travaillaient là au gré des mutations. Bien souvent, les collègues médecins de Hauser ne restaient que quelques mois dans le camp, avant d'être envoyés ailleurs. Voyant que l'homme ne bougeait pas, Hauser cria « Dépêchez-vous, je suis médecin et j'ai une urgence. » L'Untersturmführer descendit lentement du véhicule. De son arme,
Hauser fit un signe en direction des baraquements. Décampez maintenant. L'officier se mit en mouvement d'un pas hésitant. Après avoir jeté un regard prudent par-dessus son épaule, il prit ses jambes à son cou.